Sans plus tarder, j'invite Philippe Leroux, président de Certimail, qui va vous parler de la loi C-28, mais pas de la manière je dirais, négative, mais comment l'utiliser pour optimiser son marketing par courriel. Merci beaucoup. Bonne conférence. Merci Jean-Benoît. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je vais essayer de ne pas trop bouger pour la caméra et la diffusion. Mais je suis quelqu'un qui est très remuant quand je parle. Comme le disait Jean-Benoît, je vais vous présenter un petit peu le marketing courriel, qu'est-ce que ça implique. Et demain, Rebecca, qui est ici, et Justine, une autre de notre collègue, on sera là tous les trois pour le speed coaching. Donc tous les gens qui ont des questions par rapport au marketing courriel, par rapport à la loi, n'hésitez pas à venir nous voir demain après-midi. Ça va nous faire plaisir de vous coacher, comme on le fait chaque année avec l'école. Le marketing courriel, c'est essentiellement la fondation aujourd'hui de toute stratégie marketing. Et pourquoi? Parce que on le sait, on en entend parler depuis des années, mais l'ère de la communication de masse, l'ère du flyer distribué à grande échelle, c'est fini. Aujourd'hui, si on veut influencer les consommateurs, il ne suffit plus de mettre une pub dans le journal ou de mettre un prospectus dans le Publisac pour être certain que les gens aillent acheter vos produits ou vos services. Il faut être beaucoup plus interactif, il faut être beaucoup plus conversationnel. Et dans le merveilleux univers numérique, le seul outil qu'on a qui est conversationnel, c'est le courriel. C'est le seul qui vous permet de rejoindre les gens sans avoir à attendre qu'ils viennent vers vous, contrairement au site web, aux pages Facebook, etc. Les chiffres ne mentent pas. Le courriel est aujourd'hui l'outil de marketing le plus rentable. Et tellement que les études montrent que $1 investi en marketing courriel rapporte plus que tout ce qu'on investit dans le web, Facebook, AdWords, SEO, SEM, etc. combinés. C'est vraiment l'outil le plus important. Je ne suis pas en train de vous dire faut pas faire d'autres formes de marketing, mais je suis en train de vous dire c'est la fondation sur laquelle vous bâtissez l'édifice de votre stratégie marketing. Et si vous le faites mal, ce que vous allez dépenser dans les autres domaines va moins vous rapporter également. Le retour sur investissement du courriel, en général, est de $44 de revenus pour $1 dépensé en marketing courriel. Ça, c'est la moyenne des entreprises à l'échelle mondiale. Okay? Ça inclut les grands joueurs, ça inclut les petits, ça inclut ceux qui sont performants et ça inclut ceux qui sont très mauvais. Fait que ça vous donne une référence. Si vos activités de marketing courriel vous rapportent moins que ça, ça veut dire que vous avez un potentiel à exploiter. Si vous êtes proche de ce chiffre ou si vous le dépassez, pétez-vous les bretelles, vous êtes bon et continuez à le faire. 72% des consommateurs expriment que le meilleur moyen avec lequel ils veulent que les compagnies communiquent avec eux, c'est le courriel. Okay? Les consommateurs, c'est le moyen qu'ils préfèrent pour recevoir des informations sur vos entreprises, vos produits, vos services. Puis souvent, quand je dis ça, on me dit oui, mais ça c'est vrai pour les plus vieux, puis les plus jeunes, mais vous comprenez, les plus jeunes c'est le texto, etc. Non, c'est pas vrai. Chez les milléniaux, donc ceux qui ont moins de 18 ans, c'est 67% qui préfèrent que les compagnies communiquent avec eux par courriel. Fait que c'est un peu plus faible que la moyenne, mais ça reste 2 jeunes sur 3. Pour lui, l'outil de communication avec une entreprise préférée, c'est le courriel. 81% des consommateurs qui reçoivent des courriels marketing indiquent qu'ils ont fait des achats suite à la réception d'une promotion par courriel. C'est très important, c'est très efficace. Les données, je ne les ai pas toutes mises, mais les entreprises vont chercher jusqu'à 23% de leurs revenus, que ce soit online ou offline, via le courriel. C'est vraiment un outil de marketing et surtout de vente extrêmement important quand on l'utilise bien. Et le dernier élément, c'est que c'est 40 fois plus efficace que Facebook et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez une page Facebook, vous mettez beaucoup d'énergie pour qu'il y ait plein de fans qui aiment votre page et donc vous avez fait des concours, vous avez dépensé de l'argent pour avoir 1000 personnes qui se connectent à votre page d'entreprise. Quand vous publiez une nouvelle sur Facebook via votre page d'entreprise, Facebook va exposer à peu près 3% de ces 1000 personnes à la nouvelle. Okay?
Donc, en fait, sur les 1000 personnes que vous avez recrutées sur votre page Facebook, il y en a juste 30 qui verront passer votre publication dans leur fil de nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'ils vont la lire, ça ne veut pas dire qu'ils vont cliquer dessus, mais il y en a juste 30 qui vont être exposés. Les 970 autres ne sauront jamais que vous avez publié quelque chose. Si vous envoyez un courriel à 1000 personnes qui vous ont donné leur adresse de courriel en disant qu'ils étaient intéressés, votre courriel va se rendre à 970 personnes. Et en moyenne, il y en a à peu près 25%, donc pas loin de 250, qui vont l'ouvrir. Et c'est pour ça que le courriel est beaucoup plus efficace que Facebook. Et je reviens, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de publicité ou de marketing sur Facebook. Je suis en train de vous dire que commencez par bien exploiter le potentiel de votre marketing courriel. Et quand vous serez rendu à faire un ROI de 44 pour 1, ben là, vous allez pouvoir dire, ben maintenant, là-dessus, on peut capitaliser puis développer au niveau de Facebook et du reste. Je vous ai mis, j'imagine que vous allez avoir accès aux présentations. Donc, pour toutes les données que j'ai mises dans ma présentation, je vous ai mis systématiquement les références pour que vous puissiez aller voir un peu plus de détails sur ces éléments-là. Beaucoup d'entreprises n'ont pas ces résultats-là en courriel pour la simple et bonne raison qu'ils utilisent le courriel comme un outil de diffusion de masse. Je vous ai dit que le courriel, c'est fantastique à l'ère de la conversation, mais ça veut dire que nous, comme entreprise, il faut qu'on utilise le courriel dans une approche conversationnelle. Or, beaucoup d'entreprises, ce qui leur importe, c'est d'avoir des grosses listes. On va faire des concours, on va récupérer des adresses de courriel à droite, à gauche, on va faire tout ce qu'on peut pour avoir la plus grosse liste possible. Et on met tous nos efforts à faire grossir la liste et relativement peu à la qualité du contenu qu'on va envoyer. Fait qu'on se dit, j'ai 50 000 abonnés, puis j'envoie une promotion, on fait 20% de réduction pour tel produit. Puis là, on regarde ça, puis on dit, on a eu très peu de ventes. Le courriel, ça ne marche pas. Non, non, le courriel, ça marche très bien, mais ce n'est pas un outil de communication de masse. C'est un outil de ciblage. Puis cette donnée, il y en a beaucoup d'autres, mais cette donnée, qu'est-ce qu'elle montre? Que ce sont les plus petites listes, qui ont les meilleurs taux de résultats. Fait qu'un courriel qui va être envoyé à 100, 200, 300 personnes, mais qui va être bien adapté en termes de contenu aux spécificités de ces 300 personnes-là, va être 2 fois plus ouvert qu'un courriel qu'on envoie à 50 000 personnes. C'est ça, quand on parle de marketing conversationnel, c'est ça. C'est de dire, dans une conversation, là, moi, ce que je suis en train de vous faire, ce n'est pas une conversation. Ce que je suis en train de vous faire, c'est une conférence. Fait que je tiens un discours pour tous. Mais demain, quand on va être dans le speed coaching, chacun va venir me voir avec ses spécificités, ses enjeux particuliers, ses besoins et sa réalité particulière. Et là, on va être dans un mode conversationnel. Et si vous voulez que le marketing courriel fonctionne pour votre entreprise, vous devez rentrer dans ce mode-là. Ça veut dire d'être capable de personnaliser, de segmenter. On va y revenir un peu plus tard. La personnalisation, c'est l'aspect le plus efficace du marketing courriel. Puis la personnalisation, ce n'est pas juste intégrer le nom ou le prénom de la personne dans votre message. La personnalisation, c'est dire on est capable d'adapter le contenu, la formulation de notre promotion ou de notre information en tenant compte de la clientèle. C'est certain que si on s'adresse à des jeunes de 15 ans, on ne va pas utiliser le même langage que si on s'adresse à des aînés. Et c'est ce type de personnalisation qui va permettre justement de faire augmenter fortement les résultats. Et comme vous le voyez, quand on est dans une approche qu'on appelle de one-to-one, où effectivement chaque courriel est fait en fonction du profil de notre client, on a des taux de résultats qui sont beaucoup plus importants que ceux qu'on va en voir quand on va faire de la segmentation par groupe ou quand on dit « je ferai une newsletter pour toutes les personnes ». Le rapport, c'est « j'envoie la même promotion, le même message à toute ma liste, c'est 8 à 9% de taux d'ouverture. Si je commence à segmenter par groupe, on multiplie ça par 3 ou 4. Puis si on y va dans une approche vraiment personnalisée, on a multiplié ça par 5. OK? L'élément clé de cette dynamique-là, c'est le respect. Je vous disais tout à l'heure, la communication de masse, ça marche de moins en moins en marketing pour une raison, c'est que maintenant les individus ne veulent plus être considérés comme faisant partie d'une masse, ils ne veulent plus être considérés comme un numéro. Et nous-mêmes, on a beau être des marketeurs, c'est la même chose. Quand on appelle une institution quelconque et que la première chose qu'elle nous demande, c'est notre numéro de compte, on ne se sent pas bien traité. Quand la personne va nous dire « Ah, vous avez tel numéro de téléphone, donc vous êtes Monsieur Leroux, oui, ah, je vois que vous êtes client chez nous depuis telle année, etc. » Là, on se sent considéré en tant que personne. C'est le type de relation que les consommateurs veulent aujourd'hui. Et ça, c'est vrai en B2C et c'est vrai également en B2B. La plupart des éléments ne sont pas différents.
Parce que le B2B n'existe pas. Le B2B, c'est du B2H. Parce que c'est toujours un individu à qui on parle. Même s'il représente une entreprise, c'est une personne à qui on parle et elle a des attentes de personnes. On va avoir un caractère rationnel qui est plus important que dans une logique de purement de consommateur résidentiel, mais ça reste une personne. Et donc, le respect, permettre à cette personne de se sentir respectée est quelque chose d'extrêmement important. Voici ce que nous disent justement les consommateurs. Ils veulent qu'on leur envoie... Les attentes des consommateurs, c'est « je suis très content qu'un vendeur, qu'un marchand m'envoie, à 60%, m'envoie de l'information suite à une commande par courriel. » Et ne serait-ce qu'un courriel de confirmation de commande, c'est une excellente opportunité pour faire une vente supplémentaire. Ce sont les courriels qui ont le meilleur taux d'ouverture, le meilleur taux de clic et le meilleur taux de conversion. Les gens n'y pensent pas là, mais quand quelqu'un fait un achat sur votre site, ou même en magasin, vous lui envoyez un courriel pour lui confirmer que sa commande est bien traitée, pour lui envoyer une information sur la date de livraison, pour lui envoyer éventuellement un lien de tracking de la livraison. C'est le meilleur moment pour lui vendre quelque chose en plus. C'est le moment de dire, étant donné, vu que vous venez d'acheter, il me fait plaisir de vous donner un coupon de réduction de 20% pour tel autre produit. Ou vu que vous venez d'acheter tel produit, on vous fait un spécial si vous achetez tel autre produit qui permet de bien l'entretenir ou de bien le maintenir, etc. Le meilleur endroit pour faire une promotion, c'est dans un courriel de confirmation de commande. Et malheureusement, moins de 10% des courriels de confirmation de commande contiennent des offres promotionnelles. Ce que nous disent aussi les consommateurs, c'est qu'ils veulent recevoir des offres qui vont être pertinentes par rapport à leur profil, par rapport à leur historique d'achat. Si j'achète une voiture chez un concessionnaire, ce n'est pas la peine 3 mois plus tard de m'annoncer qu'il y a une nouvelle série de voitures qui sort. Il n'y a pas personne qui rachète une voiture tous les 3 mois. Envoyez-moi de l'information sur l'entretien de ma voiture, envoyez-moi de l'information sur des accessoires que je peux ajouter à la voiture, mais m'annoncez pas quand je viens d'acheter une voiture qu'elle sent encore le cuir neuf ou qu'elle sent encore le parfum qui simule l'odeur du cuir neuf. Venez pas me dire qu'il y en a une nouvelle qui vient de sortir et qui est super extraordinaire. Même chose avec un ordinateur, même chose avec un téléphone. Par contre, si je viens d'acheter un téléphone, envoyez-moi une promotion pour me dire qu'il y a des super étuis qui viennent de sortir. Okay? Fait que c'est le genre de choses que les consommateurs attendent pour être... Et c'est ce qu'ils attendent de recevoir dans leur courriel. Voici ce qu'il ne faut pas faire en marketing courriel et voici pourtant ce que font la plus grande partie des entreprises en marketing courriel. Ça, c'est Children's Place. J'ai des enfants. Et voici ce que je reçois. Okay? Puis ça, ça date... J'ai fait cette photo-là il y a 1 an. Là. C'est sur une période de 2 semaines. 2 semaines. Ça a démarré le 28 mars jusqu'au 11 avril. Fait qu'en 2 semaines, ils m'ont envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 courriels en 2 semaines pour me dire si jamais tu achètes quelque chose à plein prix chez nous, tu es vraiment épais. Parce que grosso modo, c'est ça qu'ils me disent. Il y a toujours un super spécial à 50-60%. Puis si tu n'en profites pas aujourd'hui, là, c'est pas grave, tu vas en recevoir un autre demain ou la semaine prochaine. Okay? Ça, c'est clairement ce qu'il ne faut pas faire en termes de marketing courriel. Et pourtant, c'est ce que font la plupart des entreprises. Envoyer des promotions, envoyer des promotions, envoyer des promotions. Ce n'est pas personnalisé, il n'y a pas de valeur pour moi, il n'y a pas d'avantage pour moi. Un autre exemple. Je sais qu'on a... Pardon, je m'excuse, je vais aller trop vite. Je sais qu'on a un gros débat en ce moment, aujourd'hui, sur la notion de genre, etc. Mais je suis un homme, puis je l'assume. Puis je suis client chez Simons depuis des années. Et je n'ai acheté des vêtements chez Simons que pour moi. Voici le genre de courriel promotionnel que je reçois. Il y a peut-être un problème de ciblage. Quand je vous dis c'est important de personnaliser, c'est de ça qu'on parle. Essayez de vous mettre dans la peau de vos consommateurs, regardez vos produits et vos services et dites-vous, est-ce que la promotion que je veux envoyer ou est-ce que tel produit, est-ce que c'est vraiment adressé à l'ensemble de ma clientèle? Et sinon, commencez à identifier des éléments qui vont vous permettre de segmenter
votre base de données en fonction du type de client et d'être capable de leur envoyer des choses qui vont être beaucoup plus pertinentes. Il vaut mieux envoyer moins souvent des courriels, mais qui vont avoir beaucoup plus de pertinence. OK? La loi canadienne anti-pourriel. Cette fameuse loi qui d'ailleurs est en train de changer de nom, c'est une des recommandations qu'on a fait au Parlement et qui ont été adoptées par les députés et sur lesquelles le ministre devrait répondre dans les prochaines semaines. La loi canadienne anti-pourriel est souvent perçue comme une loi qui vient freiner ou empêcher le marketing courriel. Et il n'y a rien de plus faux. La loi canadienne anti-pourriel, c'est ce qui est en train de sauver le marketing courriel. La loi est rentrée en vigueur le 1er juillet 2014. Ça, c'est le volume de plaintes par jour que le CRTC a reçu à partir du moment où la loi est entrée en vigueur. À la date d'aujourd'hui, on est rendu à près de 2 millions de plaintes déposées au CRTC par les consommateurs. Et juste pour mettre en contexte, il n'y a jamais eu une campagne de publicité disant aux consommateurs, si vous recevez un courriel qui ne vous intéresse pas, venez porter plainte. 90% des consommateurs ne savent pas qu'ils peuvent porter plainte et ne savent pas où et comment porter plainte. Et malgré ça, on a reçu en bientôt 4 ans près de 2 millions de plaintes. Pour vous donner un ordre de grandeur, la loi sur la vie privée, loi qu'on appelle habituellement PEPIDA, selon son acronyme anglophone, la loi fédérale sur la vie privée, celle qui protège notre vie privée, celle qui nous protège des gens qui perdent nos données ou qui exploitent nos données personnelles, médicales, financières, etc. Cette loi-là est rentrée en vigueur il y a 17 ans. En 17 ans, il y a eu à peu près 200 000 plaintes sur la loi à la vie privée. Puis ça, c'est le vol d'identité qui est en arrière. C'est l'ouverture de carte de crédit, de compte en banque et de prêt à votre nom. C'est des choses qui ont un impact majeur. Mais malgré ça, le courriel, le marketing courriel, les plaintes, là, c'est 20 fois en 4 ans ce que la loi sur la vie privée a généré comme plainte en 17 ans. Fait que les consommateurs, ils la voulaient, cette loi, ils y tiennent et ils y tiennent encore. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles elle est nécessaire. La deuxième raison, c'est parce que c'est une tendance mondiale. On a essayé de mettre en place dans le passé, les États-Unis l'ont fait avec ce qu'on a appelé le Can Spam Act. Il y a eu certaines législations qui essayaient de limiter les abus. Et l'échec aujourd'hui, si vous regardez votre boîte de courriel, c'est que ça n'a pas marché. Parce qu'on continue à recevoir des tonnes de courriels qui ne nous intéressent pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tête d'un consommateur, dans la loi, c'est spécifié qu'est-ce qui est un courriel légitime de qu'est-ce qui est un courriel illégitime. Mais ça, c'est la loi. Dans la tête du consommateur, un courriel, c'est un courriel qui ne m'intéresse pas. Ça n'a rien à voir avec le fait que je me suis inscrit ou pas inscrit, que je suis client ou pas client. Les consommateurs vont recevoir des courriels auxquels ils ne se sont jamais inscrits, mais si le contenu les intéresse, ils vont les traiter comme étant un courriel légitime. Puis, ils vont s'inscrire à votre infolettre, et si ce qu'ils reçoivent ne les intéresse pas, ils vont considérer que votre infolettre, c'est du pourriel. C'est la notion de pertinence qui fait qu'un consommateur va regarder positivement ou négativement ce que vous lui envoyez. Succinctement, comme le disait Jean-Benoît, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais quand même, pour me donner, on en parle malheureusement très peu dans les médias, mais on a actuellement au CRTC des centaines d'enquêtes en cours. On a rencontré les responsables du CRTC à Montréal il y a quelques semaines et nous ont annoncé qu'ils avaient des centaines d'enquêtes en cours. La raison pour laquelle il y a, selon eux, eu très peu d'amendes, c'est que les enquêtes sont extrêmement complexes et longues parce qu'ils veulent, à chaque fois qu'ils font une enquête, ils veulent s'assurer qu'il n'y a plus de défense possible et que le contrevenant va être obligé de payer l'amende. Donc ça prend beaucoup de temps, mais ils ont dit on en a plein d'enquêtes, on en a des centaines qui sont démarrées depuis 1 an et demi, 2 ans, et elles vont toutes débouler rapidement les unes après les autres. Mais à la date d'aujourd'hui, on a déjà eu une douzaine d'amendes qui ont été données, qui vont de CompuFinder. CompuFinder, c'est un spammer, il n'y a pas d'autre mot notoire. Dans le milieu, on a tendance à dire que la loi a été écrite pour eux. C'est un peu vrai. Mais ça va à des entreprises comme Rogers, Porter Airlines, Avis, Amazon Canada. Amazon Canada a payé 1,2 million de dollars d'amende à cause de la loi canadienne au pourriel. Puis vous verrez, vous regarderez tranquillement sur la présentation quand vous la recevrez. Les gens pensent que la loi canadienne anti-pourriel, c'est juste un enjeu de consentement. C'est faux. Oui, c'est important le consentement, mais c'est nécessaire, c'est pas suffisant. 60% des amendes qui sont données, notamment les amendes les plus lourdes,
n'ont rien à voir avec des problèmes de consentement. Amazon avait le consentement, il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Ils se sont fait ramasser pour le contenu de leur courriel. Avis, c'est la même chose. Il y a 2 semaines, Enterprise, les locations de voitures, Enterprise National, Alamo, là, tout ça, ça appartient à la même compagnie. Ils viennent de payer 1 250 000 $ d'amende à cause du contenu de leur promotion. Le moyen de défense pour les entreprises, puis c'est ça qu'il faut comprendre, la loi est basée sur l'utilisation des meilleures pratiques du domaine. La loi a été écrite à l'origine par un comité qui a travaillé pendant des années à analyser tous les enjeux liés au courriel en général et au marketing courriel en particulier, qui a analysé quelles étaient les bonnes pratiques. Et la loi, en fait, ce qu'elle cherche à faire, c'est obliger les entreprises à adopter des bonnes pratiques. Ce qui est une bonne chose, parce que si vous adoptez des bonnes pratiques, vous avez des bons résultats. Et la façon dont le gouvernement et les autorités veulent vous pousser à adopter des bonnes pratiques, c'est qu'ils ont prévu dans la loi que le seul moyen de vous protéger des amendes, c'est de mettre en place un programme de conformité. Et si vous mettez un programme de conformité, ça vous protège des amendes, même si vous faites une violation de la loi par accident. Si vous mettez un programme de conformité, puis vous violez la loi de façon systématique et volontaire, ça ne vous protégera pas. Mais si vous avez un programme de conformité, puis à un moment donné, il y a un employé qui fait une erreur, ou vous faites une erreur de bonne foi, votre programme de conformité vous protège des amendes et des procès. Un programme de conformité, voici les exigences du CRTC par rapport à qu'est-ce que doit comprendre un programme de conformité. Ce sont les 8 catégories d'exigences. Et ce qui est intéressant, c'est que si on le regarde, chacune des exigences a un impact positif sur le marketing. La première exigence, c'est qu'il faut qu'il y ait un engagement de la haute direction. On ne peut pas déléguer la mise en place du programme de conformité en disant le stagiaire au marketing, occupe-toi de ça, là, comme ça on va te débarrasser. Le CRTC implique nécessaire que la haute direction soit impliquée dans la démarche de conformité. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça permet justement, ça donne aux gens du marketing l'occasion de sensibiliser la direction, l'entrepreneur, le boss, que le courriel, ce n'est pas juste une bébelle, c'est quelque chose de très important dans la stratégie de marketing. Ce que demande également le CRTC, c'est qu'il y ait un audit, une analyse de risque, une évaluation de comment fonctionne l'entreprise autour du courriel, ce qui est une excellente occasion de faire une révision de nos pratiques de courriel et de notre stratégie de marketing courriel. Est-ce qu'on exploite bien le marketing courriel? Est-ce qu'on exploite bien le courriel? Est-ce que quand on envoie des courriels à quelqu'un, on ne pourrait pas faire en sorte que nos courriels soient plus efficaces en termes d'impact et d'influence sur le consommateur? Le CRTC demande une politique de conformité écrite qui est la meilleure façon de formaliser justement nos pratiques et nous assurer que tout le monde va respecter les pratiques de la même façon. Il demande à ce qu'il y ait de la tenue de dossier, essentiellement qu'on documente qui nous a donné le consentement, de quelle façon il nous a donné le consentement, quel type de consentement il nous a donné, parce que la loi prévoit plein de types de consentement différents. Et ça, c'est ce qui va nous servir pour personnaliser, pour segmenter, effectivement. C'est certain que parlez pas de la même façon si c'est un client qui vient régulièrement chez vous que si c'est quelqu'un qui n'a encore jamais acheté chez vous. Et c'est ça que permet le travail de tenue de dossier exigé par le CRTC. Ils exigent bien entendu qu'il y ait un programme de formation de vos employés à la politique de conformité. Ça permet d'impliquer tout le monde. Qu'il y ait des mécanismes, de surveillance et de plainte, qui est un bon moyen de vérifier, de mesurer nos résultats, de mesurer notre efficacité. Qu'il y ait un traitement des plaintes, ce qui est très important parce que quand un consommateur se plaint des courriels que vous les envoyez, c'est une excellente occasion de voir les problèmes de pertinence et les faiblesses de notre courriel. Et à chaque fois qu'un consommateur vous envoie un message désagréable, j'en conviens, par rapport à vos envois de courriel, vous devriez le remercier parce qu'il vient de vous donner l'occasion de voir comment vous pouvez faire des courriels qui vont être plus efficaces, plus pertinents, mieux ciblés. Et enfin, le CRTC demande à ce qu'il y ait des mesures correctives, ce qu'ils appellent les mesures disciplinaires qui soient mises en place dans l'entreprise. Ça ne vous amène rien en termes de marketing, si ce n'est que si vous faites bien votre travail, vous ne devriez jamais avoir besoin de les utiliser. Les impacts. Taux de placement. En 2014, avant que la loi rentre en vigueur, quand on envoyait un courriel à 1000 personnes, il y avait à peu près 790 personnes qui le recevaient. Et il y avait 210 personnes qui ne le recevaient pas, parce que soit ça avait été filtré par un serveur, soit ça avait été mis directement dans la boîte spam, la boîte pourriel du logiciel de l'utilisateur. Donc on avait ce qu'on appelle un taux de placement de 79%. Depuis que la loi est entrée en vigueur au Canada, le taux de placement est passé de 79% à 90%.
Ça veut dire qu'on a augmenté de 25% le nombre de personnes qui reçoivent nos courriels sans toucher à la taille de notre liste. C'est un des effets positifs de la loi. Deuxième effet positif, là je vous compare, c'est le taux d'ouverture en 2016 des email marketing qui sont envoyés par pays. Le pays qui a le plus fort taux d'ouverture, c'est l'Australie. Si on envoie 100 courriels à des Australiens, il y en a à peu près 33 qui vont être ouverts. Au Canada, on est à 32,2. Aux États-Unis, on est à 21,3. En Europe, on se promène aux environs de 19. Et puis la moyenne dans le reste du monde, c'est 21%. Okay? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2014, avant que la loi rentre en vigueur, au Canada, on était au même niveau que les États-Unis. Fait que non, la loi n'est pas là pour empêcher ou affaiblir le marketing courriel. Grâce à la loi, le marketing courriel aujourd'hui est extrêmement plus efficace au Canada. Et c'est ça qu'il faut exploiter. Je reviens sur, si vous avez 3 choses à retenir, le marketing courriel, c'est la fondation de toute votre stratégie marketing, notamment de votre marketing numérique. Pour être capable d'avoir du succès là-dedans, il faut que vous mettiez une approche en place qui soit adaptée en termes de pertinence pour vos différents groupes de consommateurs. Et la meilleure façon de le faire en respectant la loi et en vous protégeant, c'est en mettant en place une stratégie et un programme de conformité. Place aux questions. Oui. Pour envoyer une promotion courriel, c'est chaud. Je voulais pas faire ça. Tu vas vu le micro? Pour envoyer une promotion courriel, est-ce que je suis obligé d'avoir le consentement de la personne qui le recevrait? Pour envoyer un courriel, puis il faut bien voir que la loi n'encadre pas les courriels promotionnels, mais tous les courriels commerciaux. OK? Puis ça, c'est une erreur que beaucoup d'entreprises font en disant « mon infolette, elle est gérée comme ça ». Non, non. Ce qui sort de votre Outlook, de votre Gmail et du Outlook ou du Gmail de vos employés et qui est relié à vos activités commerciales doit respecter les mêmes critères que vos emails promotionnels. Et la loi dit qu'effectivement, on n'a pas le droit d'envoyer un message électronique commercial si on n'a pas auparavant un consentement. Sauf que le consentement peut être soit un consentement qu'on appelle express, explicite, donc quelqu'un qui dit « oui, je veux recevoir vos courriels ». La façon la plus courante, c'est un formulaire sur le site web en disant « voulez-vous recevoir nos publications ?» Oui. Et là, effectivement, on a un consentement express. Mais la loi prévoit également plein de situations où le législateur a déterminé que le contexte nous indiquait qu'on a un consentement implicite. Okay? Par exemple, un client. Quelqu'un qui achète un produit ou un service chez vous, c'est un client. En devenant client, il vient de vous donner implicitement le consentement à lui envoyer des messages commerciaux et ce consentement est valide jusqu'à 2 ans après la dernière transaction qu'il a fait chez vous. Quelqu'un qui vous envoie une demande d'information sur vos prix, vos produits, vos services, il vient de vous donner un consentement implicite, il s'intéresse à votre compagnie et à ses activités, et vous avez donc un consentement qui est valide jusqu'à 6 mois après la dernière demande d'information, etc., etc., etc. Mais oui, si vous n'avez pas de consentement, vous n'avez pas le droit d'envoyer un message électronique, point. Et la demande de consentement est un message électronique commercial. Donc on ne peut pas envoyer un message en disant « Soyez-vous intéressé à recevoir nos messages ?» Non, c'est illégal. Nous, dans le fond, on a des services aux entreprises. Donc, on voulait offrir notre service justement par courriel. Mais si l'adresse courriel du responsable de la décision est disponible sur le site web de cette entreprise-là, est-ce que c'est comme un consentement vu que cette adresse-là est publique? Ça peut l'être. Ça dépend de plusieurs conditions de contexte. Et ce que je vous propose, c'est venez demain pour le coaching, puis on va pouvoir regarder votre situation précise. Mais oui, dans certains cas, ça fonctionne, mais dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas. Dans la liste des amendes que je vous ai montré tout à l'heure, il y en a 2, ils se sont fait ramasser à cause de ça. D'autres questions? Vous avez parlé dans la segmentation que c'était pas juste mettre le nom, mais je me demandais, moi, c'est ce que je considère une erreur que j'ai fait. J'ai pas pris les noms au départ. Là, j'ai une liste de quelques milliers de noms. Est-ce que ça vaut la peine de commencer à prendre les noms? Je pourrais jamais vraiment personnaliser si j'ai pas les noms des 2000 premiers. Comment on peut se récupérer nos erreurs du genre? Alors, j'ai plusieurs questions. Vous avez une liste de 2000 personnes. Vous êtes dans quel domaine? Boutique en ligne puis un blog, donc information. Boutique de quoi? C'est pour les femmes, des outils pour les aider à vivre mieux pour moins. OK. Outils électroniques et physiques. OK. Donc, on est dans un contexte de B2C. Oui. OK. On s'adresse à une population féminine. Fait que moi, je vous dirais la personnalisation est extrêmement importante.
Mais comme je le disais tout à l'heure, la personnalisation, ce n'est pas juste le prénom et le nom. C'est aussi d'autres informations. Ce que vous devriez faire, c'est essayer d'identifier, soit en fonction du type, est-ce que vos produits s'adressent à toutes les femmes ou est-ce que certains produits ciblent plutôt certains types de femmes. Ça peut être en fonction de l'âge, ça peut être en fonction des revenus, ça peut être si elles ont des enfants, pas des enfants, etc., de certains critères. Et faites une opération de type concours sondage qui va vous permettre de récupérer l'ensemble de ces informations-là. Parce que oui, récupérer le prénom et le nom, c'est le fun, mais ça ne sera pas suffisant pour être capable de créer de l'efficacité. Okay. Et oui, vous pouvez aujourd'hui, avec les outils, on peut le programmer de façon que si on a ces données, ben, on va envoyer une version personnalisée du message, mais ceux pour lesquels on n'a pas les données vont avoir une version générique. Ah, okay. Ça se fait très bien avec les plateformes de marketing courriel aujourd'hui. Okay. Merci. D'autres questions? Qui c'est qui fait du marketing courriel actuellement? Puis, est-ce que vous avez un taux de résultat qui rejoint le 44 pour 1? Oui. Oui? C'est-à-dire? Plus fort. Sur 4005 personnes, environ 1800 personnes qui donnent un retour. Mais est-ce qu'ils font des achats? Donc, vous n'avez pas de retour sur investissement. Vous n'avez pas de retour sur investissement s'ils ne font pas d'achat. Votre service est gratuit. Je comprends. Mais les efforts que vous mettez pour cibler ces personnes-là, pour leur envoyer le courriel, ce n'est pas gratuit. Et est-ce que vous faites des ventes? Bon, c'est ça qui est important. Il ne faut pas oublier, on a des taux, on utilise des métriques du type taux d'ouverture, taux de placement, taux de lecture, taux de clic. C'est des métriques importants, mais ce n'est pas les métriques fondamentaux. Il faut toujours regarder 3 métriques fondamentaux. Le premier, c'est le taux de conversion. J'ai envoyé mon email à 1000 personnes. Combien ont fait un achat? Que l'achat soit en ligne ou en magasin. La deuxième question, c'est combien ça m'a rapporté? Puis la troisième question, c'est quelle est l'évolution de ces taux-là? Est-ce qu'ils grandissent? Est-ce que j'envoie de plus en plus de courriels qui génèrent de plus en plus de ventes? Ou est-ce qu'ils diminuent? Ce qui signifierait qu'on a un problème parce qu'on est de moins en moins efficace. Oui, bonjour. Oui. Moi, je voulais savoir, en ce qui concerne tout ça, là, pour les débutants qui commencent dans ce domaine-là, parce qu'on a, tu sais, veut pas beaucoup de formation là, de tout bord, de tout côté. Mais sauf que y a-tu des logiciels bien sophistiqués, mettons, qui nous aident justement, qui nous guident pour pas faire plein d'erreurs là, de tout bord, de tout côté, parce que les amendes sont assez sucrées, là. Je vous dirais, il y a des logiciels qui vont vous aider. Mais un logiciel, c'est un outil. Je peux vous donner la meilleure... Si vous me donnez la meilleure perceuse, je vais faire des dégâts dans le mur pareil parce que je ne suis pas un gars manuel. Okay? Fait ce qu'il faut bien voir, oui, il y a des logiciels qui peuvent vous aider. Il y en a qui sont très sophistiqués, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus simples à utiliser. Certains vont être plus adaptés en fonction de la taille de votre entreprise, la taille du nombre de personnes que vous voulez rejoindre, des besoins que vous avez. Mais il y a aujourd'hui des logiciels pour tous les types de besoins, pour tous les budgets et pour tous les niveaux de compétences, dirais-je. Mais indépendamment de ça, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, comment vous allez le faire, donc ce que j'appellerais la stratégie, de façon à vous assurer que vous faites les choses de la bonne façon. Puis là, le logiciel va vous supporter là-dedans. Mais c'est comme une voiture. Si vous ne savez pas où vous en allez, vous pouvez avoir la voiture la plus intelligente et avoir un GPS extrêmement précis. Si vous n'avez pas de destination à lui donner, il vous mènera nulle part. Autrement dit, si je comprends bien, c'est que, mettons, comme localement, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais si on joue à l'international, on le sait moins, là. Non. Non? Non. Non, les règles, ils sont pas...
Alors, au niveau international, c'est certain qu'il y a, je vous le disais tout à l'heure, la loi canadienne anti-poubelle est inéluctable parce que les consommateurs la voulaient, puis parce que c'est un problème qui est mondial. Et tous les pays s'en vont vers ça. L'Australie a passé, vous avez vu tout à l'heure dans les métriques, là, le seul pays qui dépassait légèrement le Canada dans les métriques, c'était l'Australie. Parce que l'Australie, eux, ça fait 10 ans qu'ils ont une loi qui est aussi sévère que la loi canadienne anti-pourriel. L'Europe vient de mettre en place une loi qui démarre dans 2 mois exactement, le 23 mai. À partir du 23 mai, envoyer des courriels en Europe, c'est encore plus dangereux que de les envoyer au Canada. Les amendes, c'est 20 millions d'euros. OK? Puis ça concerne les entreprises qui sont basées en Europe ou qui sont à l'extérieur de l'Europe. La loi canadienne est bien faite. Fait que si vous respectez la loi canadienne, vous êtes tranquille pour envoyer des courriels partout dans le monde. Si vous avez un programme de conformité, surtout en tant que PME, là, vous me diriez, je suis Banque nationale, je vous dirais, bon, mais il y a certains ajustements à faire pour la loi européenne, mais pour une PME, si vous respectez, si vous avez un programme de conformité qui respecte la loi canadienne, vous êtes correct d'envoyer ça en Europe ou dans d'autres pays. Aux États-Unis, ils ont une loi qui est extrêmement permissive. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont en train de la refaire. Depuis 3 mois, ils travaillent, ils font des audiences et autres, et ils sont en train de la faire, et on s'attend à ce qu'ils viennent avec une loi qui va être similaire à la loi européenne puis à la loi canadienne. Fait que, pour une entreprise canadienne, l'international n'est pas plus compliqué que le local. Si vous savez gérer le local, vous savez gérer l'international au niveau du marketing courriel. C'est beau? Merci, ouais. Merci. Oui? Oh, faut le parler. Prenez le micro pour ceux qui sont loin de nous à travers les internets. Bonjour, j'aimerais savoir par rapport au respect des lois du Canada, est-ce qu'on est mieux de prendre une compagnie comme Cyber Impact versus Mailchimp? Parce que Mailchimp, c'est américain. Est-ce que Cyber Impact est plus adapté pour respecter la loi canadienne que Mailchimp? Oui. Est-ce que ça suffit pour respecter la loi? Non. OK? Parce que Cyber Impact, comme d'autres plateformes, comme Dialogue Insight, comme iTrack Marketer, comme Zen Data Marketing, il y a une dizaine de plateformes qui maintenant offrent des outils de gestion justement des différents types de consentement et des expirations de consentement. Donc, c'est ce que je disais au monsieur. C'est un bon outil qui va vous faciliter le travail, mais ce n'est pas suffisant. Et le risque, c'est que beaucoup d'entreprises pensent qu'il suffit d'utiliser une plateforme comme ça pour être à l'abri de la loi. Je peux vous dire que Amazon, Porter, Rogers, Avis étaient tous des entreprises qui utilisaient des plateformes extrêmement sophistiquées, beaucoup plus sophistiquées que Cyber Impact ou même que Dialogue Insight, et ça ne les a pas empêchés de se retrouver avec des amendes. Et il y a des plateformes américaines qui commencent à faire, il y a des plateformes européennes, justement avec GDPR, il y a des plateformes européennes qui commencent aussi à offrir ce type de service-là. Fait que, oui, pour une petite entreprise, Cyber Impact est un bon démarrage, c'est une bonne plateforme pour démarrer. Ce n'est pas forcément la plateforme optimum dans tous les cas, ça l'est assez souvent. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que la loi exige que, pas la loi, mais les organismes réglementaires, le CRTC exige qu'on documente tous les consentements. Et ça peut se faire au niveau de la plateforme de marketing courriel ou ça peut se faire au niveau du CRM. Fait que si on a un bon CRM dans lequel on va documenter tous nos consentements, que la plateforme les documente ou pas, c'est pas important. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut travailler avec un Mailchimp, un constant de contact sans aucun problème en synchronisant les deux via une API. Mais si effectivement on n'a pas un CRM ou que le CRM ne gère pas, on est mieux de prendre une plateforme qui va offrir ces fonctionnalités-là. Et au niveau des plateformes, pour offrir un service et aucun produit, est-ce qu'il y a une plateforme qui est plus suggérée? Sincèrement, non. Ça dépend. Écoutez, nous, on passe notre temps, puis on est indépendant des plateformes. Là. Toutes les vendeurs de plateformes veulent nous fournir des commissions, puis on les refuse systématiquement. Et on regarde les clients, et des fois, on va dire, regarde, telle plateforme est vraiment parfaite pour toi, puis on va regarder un autre client, on va lui dire, c'est une autre plateforme qui est parfaite pour toi. Il n'y a pas une plateforme idéale. Chaque plateforme a ses avantages, ses inconvénients, ses limites, ses forces. Et dépendamment de la situation de l'entreprise, celle-ci va être plus adaptée que l'autre. OK, merci. Bienvenue. D'autres questions? Par rapport au consentement, si on veut offrir quelque chose, un petit goodie qui est souvent recommandé pour avoir des gens qui s'inscrivent à notre infolettre, si on dit, par exemple, entrez votre adresse courriel ici pour recevoir mon petit goodie gratuit, s'ils reçoivent par la suite le double opt-in qui est envoyé automatiquement, est-ce que c'est considéré comme un consentement ou c'est comme un mensonge parce qu'on leur a demandé leur courriel pour la gratuité et non pour l'infolettre? Alors, le problème n'est pas dans le double opt-in. Le problème est dans la formulation initiale.
La loi dit que quelqu'un qui donne un consentement explicite, c'est-à-dire que quelqu'un, et dans la loi c'est très clair, pour qu'il y ait un consentement explicite, il faut que la personne pose une action pour recevoir nos courriels. Donc c'est jamais quelque chose qui est par défaut. Si vous faites un goodies en disant inscrivez-vous à notre goodies et dans le double opt-in vous leur demandez, vous êtes dans une situation un peu compliquée. Si dans le goodies vous ajoutez en dessous une case et voulez-vous recevoir nos autres goodies et nos différentes communications, et qui clique la case, vous avez un consentement parfait et vous n'avez même plus besoin du double opt-in. OK? Ça, c'est pour la loi canadienne. Si vous êtes en Europe, c'est légèrement différent. Par contre, la formulation du consentement est très importante. Si sur votre site web, vous avez, comme beaucoup d'entreprises font cette erreur-là, et parfois pas juste des petites, de dire « abonnez-vous à notre infolettre ». Vous avez un consentement explicite, exprès, illimité dans le temps, mais limité à envoyer des infolettres. Fait que vous n'avez pas le droit d'envoyer à la personne un coupon de rabais pour sa fête. Ce n'est pas une infolettre. OK? Donc la formulation du consentement est extrêmement importante. Quand on vous dit le programme de conformité, c'est vraiment ça vous protège des amendes. Là, c'est comme un genre de carte joker quand on fait une erreur, mais également c'est à travers cette démarche-là que sont analysés nos outils d'acquisition de contacts, que ce soit online ou offline, la façon dont on formule les choses, la façon dont on présente les choses. C'est là ça permet d'optimiser, de s'assurer qu'effectivement, non seulement on fait les choses correctement au niveau réglementaire, mais d'une façon efficace en termes de marketing. Il y a la formulation de votre consentement peut avoir un impact de 30 à 40% sur le nombre de personnes qui vont vous donner le consentement. Oui? Justement, en matière de formulation de consentement, y a-t-il des templates ou des choses qui ont fait leurs preuves et sur quoi on peut se baser? Je vais vous dire sincèrement oui et non. Parce que si vous prenez la même formule que tout le monde, elle ne se remarquera pas et vous aurez un résultat médiocre. Et plus ça va aller, moins elle va être efficace. Si ça marchait, si on se disait, ben, quand il y a une recette, je vous dirais, c'est un peu comme les allumettes, là. Quand une allumette a fonctionné, ça veut dire qu'elle était bonne, mais on ne peut plus s'en servir. Et en marketing, c'est pas mal la même chose. Si on pouvait réutiliser les recettes qui fonctionnent, la moitié des agences de pub passeraient leur temps juste à copier les campagnes qui fonctionnent et à les faire de façon similaire. Fait que, je vous dirais, la première règle, c'est de prendre un consentement qui va être très global, de façon à ce que ça couvre les différents types d'envois que vous faites aujourd'hui et ceux que vous pourriez être amenés à faire demain ou après-demain et auxquels vous ne pensez pas aujourd'hui. Il n'y a rien de pire qu'à un moment donné avoir une excellente idée de stratégie marketing puis pas pouvoir la mettre en place parce qu'il faut retourner chercher les consentements de chacune des personnes. Mais c'est plus de voir en fonction, c'est qui votre clientèle, dans quel contexte vous demandez le consentement, c'est-tu sur une page Facebook, c'est-tu sur un site web, c'est-tu B2C, c'est-tu B2B, on est-tu dans de l'achat très émotionnel ou dans de l'achat très rationnel. Tous ces éléments-là, on s'adresse-tu à une clientèle plus âgée, moins âgée, plus éduquée, moins éduquée. Tous ces éléments-là vont influencer comment la formulation du consentement peut être plus efficace. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à venir demain après-midi, Rebecca, Justine, notre collègue et moi, on va être là disponible et on va pouvoir justement prendre 20 minutes avec chacun de vous pour vous donner des conseils beaucoup plus précis et personnalisés. Ouais. Moi, je voulais vous demander concernant tout ça, là, c'est assez complexe, hein? C'est du sport, comme qu'on dit, mais mettons, exemple, quand on se lance au niveau média, c'est comme un journal, un magazine, un livre, peu importe, bon, ben c'est-tu mieux de faire affaire avec un gros d'ici, mettons, qui est local, pour embarquer sur leur plateforme numérique parce qu'eux autres vont me protéger de tout ça, là? Non. Je reviens à ce qu'on disait avec la madame qui me parlait de CyberImpact. CyberImpact, c'est une plateforme de marketing courriel local. Donc oui, ils connaissent bien la loi, comme d'autres plateformes canadiennes. Ceci dit, ça ne vous protège pas. Je vais prendre un parallèle, okay? Puis je le prends souvent dans d'autres présentations. Voyez la loi canadienne anti-pourriel, qui va d'ailleurs changer de nom à cause de ça, parce que ce n'est pas une loi anti-pourriel. Une loi anti-pourriel dirait tel type de message est interdit, vous n'avez pas le droit d'en faire. Okay? Une loi anti-drogue dit la cocaïne, c'est illégal, vous n'avez pas le droit d'en vendre, d'en acheter, d'en consommer, etc. Ce n'est pas une loi anti-pourriel. En fait, c'est une loi qui gère les communications électroniques. Fait que voyez ça un peu comme jusqu'ici, on pouvait faire n'importe quoi dans les communications électroniques au Canada, et les spammers s'en privaient pas.
Et ça, c'est comme le premier code de la route des communications électroniques. Si je vous amène une voiture avec un cruise control, un ABS, si vous avez un cruise control, ça va réduire le risque que vous dépassiez la vitesse. Mais il ne suffit pas d'avoir une voiture avec un cruise control pour dire « je peux rouler, je ne prendrai jamais de ticket ». Parce que vous pouvez prendre un ticket parce que vous brûlez un feu rouge, vous pouvez prendre un ticket parce que vous êtes mal stationné, vous pouvez prendre un ticket parce que vos pneus sont lisses, vous pouvez prendre un ticket pour un paquet d'autres choses. Fait que la plateforme de courriel, c'est la même chose. Elle va vous permettre de respecter certains éléments de la loi. Mais les autres, ça ne vous couvre pas. Fait que la meilleure façon de ne pas avoir de ticket, c'est de suivre un cours d'auto-école, puis de passer son permis de conduire, parce que justement, l'examen de permis de conduire nous permet de voir à peu près tout ce qu'on a besoin de faire pour rouler sécuritairement et sans prendre de ticket. Le programme de conformité, c'est un peu ça. C'est un peu comme le permis de conduire des communications électroniques. C'est beau? Good. Merci Philippe pour l'excellente. Merci à tout le monde et n'hésitez pas à revenir demain, on va être beaucoup plus disponible pour répondre précisément à vos besoins. Good, excellent. Merci Philippe.